Eh bien, écoutez, merci d'être présent. Je suis content d'être avec vous. Après des rencontres sous l'arbre, conversations sous l'arbre qui ont été consacrées à l'eau, à la biodiversité, à la musique et prochainement à la gastronomie, on s'intéresse donc aujourd'hui à la question de la perfection des fleurs. Alors, en entendant cet intitulé, il y a tout de suite une citation qui m'est venue en tête d'un auteur qui n'est pas très connu, mais qui a été commenté un petit peu en philosophie, qui s'appelle Angelus Silesius. C'est un auteur du XVIIe siècle qui indique dans un poème qui s'appelle « Sans pourquoi » ce vers. « La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a cure d'elle-même, ne se demande pas si on la regarde. » Alors on verra ce qu'on peut dire à propos des fleurs, mais en tout cas ce qui m'a intéressé dans cette citation, c'est qu'on voit bien que dans la notion de perfection, il y a quelque chose comme une forme d'aboutissement ou d'absolu. Est parfait ce qui ne manque de rien. Comment est-ce qu'on peut l'entendre, cette perfection ? Peut-être d'un point de vue esthétique, c'est l'idée qui nous vient assez spontanément quand on observe la beauté des fleurs, leur formation, leur couleur éclatante, leur forme assez parfaite au point qu'elles peuvent évoquer le nombre d'or. Peut-être que Marco Martella nous en parlera cet après-midi également, qui a écrit un livre donc, sur le mirobolant, homophone de l'adjectif. On peut penser à la perfection biologique également, dans la régularité de sa reproduction, mais aussi dans le modèle de vie qu'elle propose comme forme d'engendrement recommencé sans cesse, une forme d'épanouissement qui s'exprime parfaitement dans la fleur, de perfection dans l'épanouissement. Et puis, il y a peut-être un sujet éthique ou une interprétation éthique de cette question de la perfection. Vous nous en parlerez peut-être un peu plus, Quentin Hiernaut, avec l'idée que finalement, la fleur, le végétal, mais la fleur en particulier, nous invite à reconsidérer pas mal de nos catégories de réflexion. Et pourtant, vous le signalez également dans vos ouvrages, ces fleurs qui sont aussi riches dans leur sujet d'interprétation et dans les réflexions qu'elles ouvrent n'ont pas toujours été considérées, ou en tout cas elles ont assez longtemps été déconsidérées par la botanique. Mais vous allez peut-être nous en parler un peu plus à l'instant. Alors, Quentin Hiernaut, je vous présente rapidement. Vous êtes donc chercheur qualifié au Fonds de recherche scientifique, le FNRS, en Belgique, professeur de philosophie des sciences à l'Université libre de Bruxelles et collaborateur au jardin botanique de Meize. Je ne sais pas si je prononce bien. Vos recherches portent sur l'histoire et la philosophie des sciences et du vivant, notamment. Vous avez co-dirigé avec Benoît Timmermans le volume Philosophie du végétal, qui est paru chez Vrin en 2018. Avec un ensemble de collaborations de philosophes, mais aussi de scientifiques comme Jean-Marc Drouin, Francis Allais, Michael Marder, qu'on peut citer notamment, et Emmanuel Ecochia, qui est philosophe. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'intitule « Du comportement végétal à l'intelligence des plantes », paru en 2020. Et puis plus récemment, d'un volume récapitulatif de textes classiques sur le sujet, classiques et contemporains, paru également chez Vrin en 2021, qui sont des textes clés de la philosophie du végétal. Mais peut-être que je peux maintenant vous laisser la parole pour que vous nous parliez un petit peu de cette évolution de la perception des fleurs et puis de l'évolution dans l'histoire de la botanique plus généralement. Merci beaucoup pour cette présentation généreuse et merci beaucoup aussi aux organisateurs du domaine de Chaumont et des conversations sous l'arbre de m'avoir invité. C'est une première pour moi et je suis déjà séduit par le cadre, donc j'espère que vous serez aussi séduit par ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc mon exposé s'intitule « Évolution de la perception des fleurs dans l'histoire de la botanique ». Je vais me centrer plutôt sur une perspective non pas éthique, mais historique de la botanique, parce que c'est aussi un de mes domaines de recherche, puisque j'ai eu l'occasion de travailler ces questions. Donc brièvement, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui ? Déjà vous introduire un peu à cette vision classique qu'on a en philosophie et dans la culture occidentale en général, mais de façon très rapide pour un peu planter le décor de ce qui était évoqué dans l'introduction. Et puis, je vais passer plus de temps sur l'explication de la compréhension du rôle des fleurs dans l'histoire de la botanique, qui est en réalité pas du tout la même que celle qu'on a aujourd'hui. Ce que je vais vous exposer dans la deuxième partie de l'exposé concernant en fait la découverte de la sexualité des plantes, qui finalement intervient très tard à l'échelle de, par exemple,
l'histoire des connaissances en général, de l'histoire de la philosophie ou des sciences. Et puis la compréhension biologique actuelle des fleurs et de leur mode de reproduction, qui est, contrairement à ce que peut-être beaucoup d'entre vous croient savoir, quelque chose d'assez complexe, mystérieux, et qui demeure très compliqué et qui a été élucidé vraiment dans ces détails que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, on y reviendra. Alors, je m'excuse par avance, ce sera parfois peut-être un peu technique pour des questions d'histoire de la botanique contemporaine en tout cas, mais je pense que c'est intéressant aussi d'aller un peu plus loin dans les détails pour vous ouvrir à des choses dont vous n'avez peut-être même pas idée. Donc, on y reviendra. Alors, s'il y a vraiment une question de compréhension, n'hésitez pas à poser une question si je vais un peu vite sur quelque chose. Je pense parler environ 1 heure et puis on aura encore au moins une demi-heure pour la discussion collective, si je ne m'abuse. Alors, très rapidement, le rapport esthétique et culturel qu'on a aux fleurs en Occident. Ici, je fais vraiment un panorama pour planter le décor, comme je disais. Je n'ai pas pour intention de m'attarder là-dessus, mais c'est avant tout un rapport utilitaire, en fait. Le monde végétal, c'est, bon, je vous apprends rien, d'abord l'agriculture, voilà, ce qui n'empêche pas qu'on peut être séduit par la beauté d'un verger en fleurs, et les prémices des fruits à venir. Donc les fleurs, c'est avant tout quelque chose de nécessaire depuis des temps immémoriaux dans le rapport agricole qu'on a avec le monde végétal, et ça n'échappe à personne. Donc il y a toute une symbolique autour de voilà, la prémisse de la nourriture, l'alimentation, etc., qui est liée aux fleurs. Je ne vais pas trop parler de ça, mais sachez que ça existe. Et parfois, ça se retrouve même dans l'objet de consommation lui-même, puisqu'on mange certaines fleurs. Les artichauts, qui sont des mets délicats, ou les brocolis, sont des fleurs en réalité. Mais de façon plus générale, quand on parle des fleurs et de la perfection des fleurs, on pense à la multitude des formes, des couleurs, des fleurs avant tout. Ici, c'est un petit exemple de ce qu'on peut observer dans la nature, mais il y a plein d'autres formes et couleurs encore. Et évidemment, ces formes et couleurs qui se trouvent dans la nature ont inspiré les arts depuis toutes les époques. Donc les fameuses feuilles d'acanthe des colonnes antiques, en passant par les linéaments des enluminures ou des motifs en feuilles de vigne sur des frises. Dans l'architecture, on retrouve des motifs végétaux depuis très très longtemps dans notre culture. Ça fait partie des modèles qui nous inspirent. Et puis beaucoup plus tard aussi, il y a toute cette ère de la nature morte dans l'art pictural où finalement le végétal symbolise la nature dans son ensemble en fait. Et plus singulièrement la nature morte parce que c'est le caractère de la beauté éphémère des fleurs qui sont destinées à faner et qui nous renvoient à la fois à cette harmonie de la nature. Le monde végétal et plus singulièrement les fleurs renvoient à cette beauté naturelle mais en même temps à son caractère éphémère puisque nous sommes nous-mêmes mortels et donc c'est une métaphore de ce qui va nous arriver, la fugacité du moment qu'on passe sur cette terre. Plus récemment, évidemment, il y a tout le mouvement d'Art Nouveau, encore qui redécouvre à la fin du 19e au 20e siècle les formes végétales dans une réinvention de l'architecture, même de l'illustration. Et puis, encore au 21e siècle, les plantes et les fleurs ne cessent de stimuler les arts et plus ici singulièrement le design avec toutes sortes de mouvements contemporains sur justement la place des plantes d'intérieur et des dispositifs de design qu'on peut faire à partir d'une nouvelle réflexion sur justement la plante verte ou les fleurs. Je pourrais vous dire d'autres choses là-dessus si ça vous intéresse dans la discussion, mais on ne va pas parler de ça. Mais c'est simplement pour vous dire que de tout temps et encore aujourd'hui, le monde végétal, les fleurs inspirent beaucoup notre culture. Alors c'est aussi les formes, les couleurs, mais les odeurs, on n'en a peut-être pas parlé jusqu'à présent. Je ne sais pas l'année passée si vous aviez l'occasion, mais toute l'industrie florale, ça vient donc des plaisirs des sens qu'on peut avoir à travers les fleurs. C'est pas seulement les regarder, mais c'est aussi les sentir. Et donc il y a toute une symbolique autour des parfums, etc., qu'on retrouve ici. C'est une carte postale ancienne d'une parfumerie de Grasse. Et là, on a des pétales de rose.
Donc vraiment importance de certaines fleurs aussi plus que d'autres. Dans la mythologie et le symbolisme, il y a le mythe de Narcisse que vous connaissez tous. Il y a aussi dans toute l'iconographie chrétienne et la symbolique chrétienne des associations entre des personnages bibliques comme la Vierge et certaines fleurs comme le lys qui symbolise la pureté, ou alors la rose sans épines qui symbolise en fait la virginité de la Vierge. Et pareil, le Christ est associé lui est plutôt à la rose rouge et aux épines, qui renvoie à la couronne d'épines et au sang du Christ. La Trinité, par contre, c'est l'iris, parce qu'il y a les 3 pétales qui symbolisent donc les 3 parties du divin. Enfin, donc il y a une multitude de sens qui vont être développés au cours de notre histoire autour de certaines plantes et de leur symbolique, jusqu'au 19e, où là, ça va dans les raffinements d'abord aristocratiques et puis bourgeois du langage des fleurs, où on développe toute une codification autour de cette symbolique des fleurs pour communiquer des messages de façon à la fois subtile et en même temps qui permettent de contourner une certaine censure dans ce qu'il est permis de dire à voix haute dans une société notamment victorienne très coincée par des codes sociaux stricts. Donc vous avez un petit aperçu de tout ça. Mais donc tout ça pour vous dire que le rapport culturel et symbolique qui est très fort aux fleurs qu'on a en tout cas en Occident, mais je pense que c'est le cas aussi dans d'autres cultures que je connais moins bien, va influencer implicitement et assez naturellement la compréhension botanique et donc scientifique qu'on peut avoir de la fonction sexuelle des fleurs. Pourquoi ? Parce qu'on voit les fleurs avant tout dans une perspective anthropocentrique, utilitaire, donc que ce soit la question de l'alimentation, mais aussi celle des arts, ou encore finalement celle de la symbolique, de la beauté, de l'harmonie dans la nature, où on peut même avoir certains discours qui, religieux, créationnistes, qui voient toute cette beauté comme créée pour le regard de Dieu, à l'encontre de la citation qui allait. Bon, il y a plusieurs interprétations, mais ça peut être aussi même interprété comme étant voilà, dans cette logique d'harmonie, tout ça est là offert à nos yeux, si vous voulez. Donc cette vision très anthropocentrée finalement, ou utilitaire en tout cas, qui est aussi pendant la majeure partie de notre histoire culturelle et philosophique liée à l'idée qu'il y a une différence essentielle entre les règnes. Donc d'un côté il y a les animaux, de l'autre il y aurait les végétaux. Ça ne fonctionne pas pareil, ça n'a pas tant d'un point de vue religieux que philosophique vocation à s'inscrire dans une continuité. Et donc, on va avoir aussi du mal à penser une biologie unifiée, à la fois pour les animaux et les végétaux, mais j'y reviendrai. Et donc, du point de vue biologique, bon, je ne vous apprends rien ici en vous disant que les fleurs sont des organes de la reproduction sexuée des végétaux. Mais pendant la majeure partie de l'histoire, y compris de l'histoire de la botanique, ça ne va pas du tout de soi. Notamment parce que ça entre en conflit avec ce décalage qu'on a de la fleur comme quelque chose d'esthétique, de parfumé, d'harmonieux, etc. Et qui s'accommode mal, en fait, de nouveau, la vision culturelle qu'on peut avoir de la sexualité comme quelque chose d'impur, d'animal, voire de sale. Et donc, c'est difficile de concilier les deux. Il y a une certaine opposition là. Alors, quelques termes un peu techniques pour qu'on s'entende sur ce dont on va parler, pour que je ne vais pas aller trop dans les détails techniques, mais juste pour que vous ayez à l'esprit quelques termes de vocabulaire que je vais évoquer plus tard. Alors dans l'anatomie florale, morphologie florale contemporaine, on a différentes parties de la fleur. Les principales, ici, c'est finalement ce que vous voyez qui est beau visuellement, c'est la corolle, c'est l'ensemble des pétales. Vous avez aussi le calice qui comprend les sépales qui enchâssent le reste de la fleur. Et puis les organes sexuels de la plante, au milieu le pistil, donc qui est l'organe féminin, et autour les étamines. Ça, c'est une fleur hermaphrodite, donc les étamines, organes masculins avec le pollen. Toutes les fleurs ne sont pas hermaphrodites. Alors, il y a des plantes à fleurs qui sont hermaphrodites comme celles que je vous ai montrées, mais il y a aussi des plantes à fleurs qui sont strictement mâles, qui portent uniquement des fleurs mâles et des fleurs femelles sur un même pied, qu'on appelle des plantes monoïques.
Et puis vous avez des plantes dioïques où les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées sur des pieds différents. Donc là, vous avez vraiment une plante entièrement mâle ou une plante entièrement femelle. Par exemple, les ifs, j'y reviendrai. Donc quand on parle de plantes à fleurs, en fait, le terme technique, c'est les angiospermes. Et historiquement, on a eu tendance à les opposer de façon un peu massive à une catégorie que j'utilise ici, qui est celle des cryptogames, mais qui n'a plus vraiment de sens au niveau de la biologie contemporaine, qui était la catégorie fourre-tout dans laquelle on mettait toutes les plantes sans fleurs. Parce que crypto, c'est-à-dire caché, donc cryptogames, c'est les plantes qui se reproduisent de manière cachée. Elles n'ont pas de fleurs, donc on ne sait pas comment elles se reproduisent. Et c'est une catégorie du 19e, plutôt à partir du 18e, 19e, on commence à parler de ça, à partir du moment où justement on parle de sexualité des fleurs. Avant cette époque, ça n'a même pas de sens. Alors, juste de nouveau, encore une petite parenthèse plus technique, la reproduction sexuée, c'est quoi dans la perspective contemporaine de la biologie? En fait, c'est un mélange par fécondation de deux patrimoines génétiques, mâle et femelle, grâce à des cellules reproductives qui sont spécialisées, les gamètes. Donc chez les animaux, vous connaissez tout ça, c'est les spermatozoïdes, les ovules. On va voir comment ça se passe chez les plantes. Mais ça a pour effet de produire de la variabilité dans la descendance. Par opposition, dans le monde végétal, à la reproduction végétative, qui fonctionne plutôt par clonage du patrimoine génétique. Et en gros, c'est quoi? C'est quand vous faites une bouture, par exemple, d'une plante, vous reproduisez exactement à l'identique, ou à très peu de choses près, la plante mère. Et donc, la sexualité, dans la mesure où elle introduit de la variabilité, parce que c'est un mélange entre deux patrimoines différents, elle est très importante pour comprendre la perspective évolutionniste, qui viendra avec Darwin beaucoup plus tard, et qui repose justement sur l'idée que pour qu'il y ait de l'adaptation, il faut qu'il y ait des variations. Pour qu'il y ait des variations, il faut qu'il y ait du croisement, du hasard, etc. Ce qui n'est pas le cas, de nouveau, dans la majeure partie de l'histoire de la botanique. Et donc, on n'a pas cette lecture, évidemment, avant la deuxième moitié du 19e. Et donc, ça explique aussi pourquoi la sexualité des plantes a un problème sans forcément l'être de manière aussi aiguë que ça peut l'être après Darwin. Alors, comment on peut comprendre le rôle des fleurs dans l'histoire de la botanique pré-moderne, donc de l'Antiquité jusqu'en gros au début du XVIIIe, toute fin du XVIIe siècle. Donc avant 1694, et je reviendrai sur 1694, pardon, je reviendrai sur cette date, il n'y a pas de compréhension expérimentale, c'est important, parce qu'il peut y avoir des théories évidemment, mais du rôle sexuel des fleurs. Et donc de façon générale, l'histoire des sciences du vivant se caractérise par une forme de zoocentrisme de la compréhension du vivant. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir le modèle animal comme central pour comprendre le reste du vivant, y compris les plantes. Et donc à essayer de calquer ou transposer ce qu'on observe dans le monde animal, qui est plus familier puisque nous-mêmes sommes des animaux, pour comprendre comment fonctionnent les plantes. Et ça va poser des problèmes singuliers pour les végétaux jusqu'à aujourd'hui. À l'Antiquité, Aristote, qui est une autorité pour la philosophie, mais aussi pour les sciences naturelles, pendant très longtemps jusqu'à la Renaissance, la période moderne incluse, écrivait, par exemple, je vous ai mis une citation, « Quant aux animaux qui ne se déplacent pas, et quant à ceux qui vivent dans le lieu où ils sont attachés, ils ont une essence qui les rapproche beaucoup des plantes, et n'ont pas plus qu'elles le sexe femelle et le sexe mâle. Si pour ces êtres l'on emploie quelquefois ces expressions, c'est par simple ressemblance et par analogie, parce qu'en effet, il n'y a, sous ce rapport, presque pas de différence entre les plantes et ces sortes d'animaux. » Donc l'idée d'Aristote, c'est qu'il n'y a pas de sexe dans les plantes, et comme Aristote a une autorité, ça va être pris tel quel pendant longtemps, même si parfois c'est discuté, et à la limite, parfois, on parle plutôt de plantes mâles ou femelles, y compris à l'Antiquité, mais c'est par analogie. C'est parce qu'on associe des propriétés plutôt d'ordre symbolique ou culturel à certaines espèces plutôt qu'à d'autres. On va par exemple qualifier une espèce de mâle qui ressemble à une autre espèce qu'on qualifiera de femelle parce que son bois est plus dur, tandis que l'espèce qu'on considère comme femelle est plus fructifère, par exemple. Mais c'est symbolique. Il n'y a pas d'idée qu'il y a une reproduction au sens strict du terme. La reproduction sexuelle, elle implique, en fait, dans la perspective d'Aristote et puis des penseurs qui suivent, l'idée qu'il y a un accouplement.
l'idée qu'il y a aussi un instinct de reproduction, et pour ça, il faut qu'il y ait de la locomotion. Or, tout le monde sait que les plantes ne se déplacent pas, donc on ne voit pas comment elles pourraient assouvir un quelconque instinct de reproduction, ni même s'accoupler, puisqu'elles ne bougent pas. Donc c'est évident, entre guillemets, tout le monde sait bien qu'une plante ne peut pas se reproduire. Alors, du coup, comment on explique que les plantes, quand même, se reproduisent si elles n'ont pas de sexualité, hein, puisqu'on voit bien que ça se régénère. Alors, il y a plusieurs théories qui se développent depuis l'Antiquité. Je vous en sélectionne une ici, qui est celle de Pline l'Ancien, qui est un naturaliste qui écrit en latin, qui est très important aussi en tant qu'autorité pour les textes de sciences naturelles jusqu'à l'époque moderne. Et quand je dis autorité, c'est vraiment parce que Aristote ou Pline l'a dit, c'est que ça doit être vrai, quoi. Donc, il nous dit, par exemple, que les graines sont en fait stériles dans le sol, mais qu'il y a un souffle fécondant qui se manifeste à travers un vent qui vient les féconder. Et ce vent chaud d'ouest, les Romains l'appellent Favonius, mais en fait c'est le zéphyr des Grecs. Et donc c'est à la fois une explication un peu métaphysique qui fait appel à la divinité et en même temps une manifestation de cette divinité à travers le vent d'ouest qui viendrait féconder les graines dans le sol et faire pousser les plantes. Et cette idée, en fait, elle demeure dominante jusqu'à la Renaissance. Donc, je l'ai retrouvée encore chez Jean Ruel, par exemple, qui est un botaniste français du 15-16e siècle, qui écrit dans un de ses traités que je vous ai mis ici en image, le De Natura Stirpium, la première plante de l'année dans l'ordre de la nature est celle conçue après que Favonius commence à souffler, c'est-à-dire après février. À partir de là, les plantes sont fécondées par la terre verdoyante, c'est-à-dire l'esprit fertile du monde. Et donc c'est l'idée que finalement, si les plantes sont capables de se reproduire, c'est pas du tout grâce à une interaction d'ordre sexuel entre elles, c'est grâce au pouvoir des éléments, donc le pouvoir un peu métaphysique du vent, de la terre, et c'est ça qui permet en fait d'ensemencer les champs. Donc Favonius permet aux graines de germer, mais c'est aussi ce qui permet aux bourgeons, par exemple, de débourrer dans la perspective de ces auteurs. Donc il n'y a pas de distinction nette entre la croissance et le développement des plantes. Donc pour nous, il y a une distinction entre la croissance d'une graine et le bourgeonnement d'une plante, parce que précisément, on considère qu'il y a de la reproduction sexuée. Mais pour ces auteurs, comme il n'y a pas de raison de parler de reproduction sexuée, finalement, tout ça n'est que croissance. En schématisant un peu. Hein. Donc on a le même principe explicatif qui nous permet d'expliquer la reproduction des plantes à travers les générations ou la croissance de la plante elle-même à travers le temps. Donc il n'y a pas de croisement ni de variabilité, puisqu'il n'y a pas besoin d'invoquer le patrimoine de deux plantes de sexes différents, mais simplement une seule plante qui s'auto-reproduit grâce au pouvoir donc, des éléments, ce souffle fécondant par exemple. Et la variabilité que, évidemment, on peut observer empiriquement des plantes domestiques va être difficile à expliquer. Hein, par exemple, comment est-ce que vous expliquez du coup à l'époque qu'un pommier sauvage ça ne ressemble pas du tout à un pommier cultivé. Là, on voit bien qu'il y a de la variabilité. Ce n'est pas la même chose. Mais comment on l'explique puisqu'on n'a pas de théorie du croisement? Pour les auteurs de l'époque et jusqu'à la Renaissance, et on trouve ça chez Théophraste, qui est vraiment un disciple d'Aristote, qui est considéré comme fondateur de la botanique dans la science grecque, mais aussi chez Pline, en fait, ça s'explique par la relation de domesticité, la relation agricole qu'on a avec les plantes, à force de les cultiver dans un certain milieu, avec certaines techniques, en fait, on les soustrait aux influences du milieu et on va les amollir, on va leur faciliter le travail, et c'est ça qui les transformerait, et c'est ça qui explique que du coup, une espèce cultivée n'est pas la même qu'une espèce sauvage. C'est à travers ce travail agricole, finalement. On les chouchoute et donc, en fait, on les abâtardit aussi, ou on favorise leur fructification, enfin des choses comme ça, et on trouve ça chez ces auteurs. Et alors, il y a aussi des théories un peu alternatives qui, aujourd'hui, nous sembleraient complètement incongrues. Par exemple, la théorie de l'hybridation par la greffe.
Donc l'idée, c'est pour des auteurs de l'époque, hein, donc jusqu'au XVIe siècle inclus, l'idée que quand on cultive par exemple un pommier qui est greffé sur un autre type de plante, un poirier par exemple, eh bien les pépins de cette pomme vont récupérer des propriétés de porte-greffe par hérédité, quoi, des graines. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout censé expérimentalement, mais on ne s'embarrassait pas forcément de travailler expérimentalement à l'époque. Et donc, ça reste quand même une théorie qui est un peu communément admise, quoi. On sait bien que, hein, de nouveau, la greffe créerait de la variabilité dans la descendance. Or, ce n'est pas le cas, et même Duhamel du Monceau, qui est un agronome botaniste, se sent obligé expérimentalement de démontrer que c'est faux à la moitié du XVIIIe siècle encore. Là, il dit, voilà, on a souvent relayé cette idée, je démontre que c'est faux. Alors que ça, c'est bien après la découverte de la sexualité, mais en fait, il y a encore des résurgences de cette théorie-là. Mais on a d'autres problèmes que la variabilité des plantes domestiques. On a aussi le problème des plantes dioïques. Pourquoi est-ce que certaines plantes ont des individus qui possèdent uniquement des fleurs mâles ou uniquement des fleurs femelles, hein, ou bien disons un type de fleur qui ne produit pas de fruits et un autre type de fleur qui produit des fruits dans les observations et le vocabulaire de l'époque, puisque finalement on a besoin juste du pouvoir fécondant de la terre. Donc pourquoi est-ce que quelque part dans la création il existe ces plantes qui font uniquement des fleurs stériles, à savoir les fleurs mâles? À quoi elles servent? Puisque les fleurs femelles semblent autosuffisantes pour fructifier d'après la théorie. En plus, Théophraste ou Pline, qui sont des autorités, décrivaient déjà à l'Antiquité l'importance, dans certains cas, de la proximité des deux genres, par exemple de palmiers, donc le mâle et la femelle, pour pouvoir produire des fruits. Donc c'est que quelque part, il doit y avoir une interaction entre les deux. Mais ça ne colle pas avec l'idée qu'il n'y a pas de sexe au sens propre du terme dans les plantes à l'époque, mais simplement une analogie dans l'usage des termes. Et donc, on va de nouveau essayer d'élaborer des théories un peu spéculatives pour expliquer ça. Et donc ici, je vous donne un exemple chez Andrea Cesalpino, qui est un auteur sur lequel j'ai travaillé et sur lequel, avec un collègue, on a publié un livre. Il nous dit que, en fait, il y a toujours cette idée de souffle qui apporte de la chaleur, souffle fécondant, le vent, etc. Et si, en fait, la plante mâle serait une sorte d'intermédiaire du souffle fécondant, dans le sens où elle va transmettre la chaleur qui est nécessaire à l'engendrement des fruits à la plante femelle. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir quand même une proximité. Mais c'est un peu métaphysique quand même, parce que c'est toujours cette espèce de principe de chaleur qui serait transmis et qui permettrait de donner des fruits et des graines. Et ça explique qu'en même temps, donc l'idée c'est que la plante femelle, elle n'est pas capable de recevoir directement cette chaleur. C'est la plante mâle qui la reçoit ou qui la produit. Elle la transmet à la plante femelle, donc la plante mâle perd cette chaleur. C'est pour ça qu'elle ne peut pas produire de fruits, puisqu'elle n'a pas la chaleur nécessaire pour produire les fruits. Elle la donne à la plante femelle, qui du coup, elle a cette chaleur qui crée les fruits. Donc on voit que c'est quand même assez métaphysique, hein, et que l'emploi des termes mâle et femelle demeure quand même très analogique, puisqu'on est très éloigné de l'accouplement et des sexes chez les animaux. Même s'il y a tout un fond aristotélicien qui fait intervenir aussi cette idée de chaleur chez les animaux, etc. Mais bon, je ne rentre pas dans les détails techniques de ça. Alors, comment on explique le rôle des fleurs chez la plupart des espèces? Puisque finalement, ici, on se rend compte que ce dont on a besoin, c'est certes la plante, mais on a besoin des fruits et des graines, du pouvoir fécondant de la terre, à la limite d'un vent qui incarne dans l'Antiquité une forme de divinité de la fertilité, etc. Mais on ne voit toujours pas pourquoi on a besoin des fleurs en tant que telles. Hein, vous voyez là, jusqu'à présent, tout ça tient sans nécessairement qu'il y ait une fleur. Donc, ce qui est important de se rendre compte, c'est que dans toute cette théorie pré-moderne, donc avant le 18e, on va dire, enfin 17e, allez, plutôt, seule la graine est importante.
Et la fleur, c'est un organe très secondaire. Donc certes, elle est belle et tout ce que vous voulez, mais biologiquement, elle est anecdotique, quoi. Et même, comme c'est la graine qui incarne le pouvoir de la reproduction, de l'avenir et tout ce que vous voulez, la fleur est engendrée par la graine et non l'inverse. Donc la fleur, c'est une dépendance de la graine dans leur théorie. La graine contient en puissance la fleur qu'elle permet de développer, quoi. Donc, alors que pour nous, dans une perspective biologique, ça semble évident qu'en fait, c'est les fleurs qui engendrent les graines. Mais comme pour eux, ce qui compte vraiment, c'est la graine et qu'ils n'ont pas de compréhension empirique par l'observation du rôle des fleurs, ben, cette fleur ne peut être qu'une dépendance secondaire de la graine qui est la chose importante. Et alors, au mieux, elle a un rôle très secondaire qui est celui de protéger la graine immature avant l'apparition du fruit. Et ça explique d'ailleurs pourquoi les pétales tombent. Une fois que la plante commence à fructifier, ben, voilà, elle a effectué son rôle, les pétales tombent. Et au pire, on y reviendra, la fleur peut avoir une fonction excrétoire. Donc c'est un peu l'usine à caca de la plante, contrairement à l'image poétique qu'on pourrait en avoir. Le nectar serait les excréments évacués par la plante. Donc de nouveau, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est une théorie qui a été défendue. Et alors il y a des explications plutôt anthropocentrées qui veut que, de nouveau, finalement, la fleur, ses formes, ses odeurs, ses couleurs soient là pour enrichir le monde que l'humain contemple, puisque, point important, on n'a aucune connaissance non plus de la pollinisation par les insectes à l'époque, et j'y reviendrai. Alors, oui, désolé, c'est pas que je veuille insister sur ce que j'ai dit avant sur le caractère excrémentiel de la plante, mais il faut savoir que ce qui est aussi bizarre dans le fait qu'on réfléchit beaucoup par analogie avec l'animal qui est le modèle, une plante ne fait pas caca. Et donc c'est une façon aussi d'expliquer d'une pierre deux coups. Puisque en fait, les biologistes actuels savent que les plantes en fait, accumulent dans leur corps, si vous voulez, des excréments, que ce soit dans leurs cellules ou par exemple les arbres dans le bois, mais rejettent en fait pas de façon continue comme les animaux qui digèrent en fait ce qu'elles absorbent, elles ont tendance à stocker. Donc ça veut dire que si on réfléchit par analogie, comme c'est le cas à l'époque avec le modèle, non seulement on ne peut pas expliquer leur reproduction, mais on a du mal à aussi expliquer leur nutrition. Bon, ce n'est pas le thème de la conférence d'aujourd'hui, mais comme ça, vous voyez le lien. Et là, cette solution, super, on fait d'une pierre deux coups. Elles se reproduisent, comme je vous l'ai dit. Donc la fleur, finalement, est secondaire. Et en plus, le nectar, si on considère que c'est des excréments, ça permet d'expliquer pourquoi, en fleurissant, les fleurs évacuent aussi une partie de ce qui est considéré comme des déchets. Et donc, tout va bien, les plantes ressemblent aux animaux et on est content. Alors, pour récapituler cette période, la sexualité des plantes ne va pas de soi. Les sexes et l'interfécondité, ce n'est pas du tout évident pendant la majeure partie de notre histoire, si ce n'est de façon très analogique ou symbolique. Il y a des problèmes d'observation, puisqu'on n'observe pas forcément la morphologie florale avec des microscopes, etc. Donc, c'est des détails parfois très difficiles à voir. Et alors, il y a des freins idéologiques. L'absence de sexualité des plantes, c'est vu comme, je vous disais, l'une des différences essentielles avec le règne animal. Pour ceux qui sont tenants de cette hypothèse, il y a une différence essentielle. Les animaux sont caractérisés par la locomotion, la sensation, mais peuvent aussi être caractérisés de façon essentielle par le fait de se reproduire de façon sexuée, le fait de respirer, autant de choses dont les plantes sont considérées comme dépourvues. Donc, de nouveau, on a un cadre idéologique là, qui permet de maintenir un cloisonnement. Et plus généralement, on a tendance à avoir donc deux approches différentes du vivant qu'on n'arrive pas à joindre en une biologie unifiée. On a d'un côté la botanique et la zoologie, et ce jusqu'au 19e siècle, avec à la fois la théorie de l'évolution pour les mécanismes généraux, mais aussi la physiologie, la théorie cellulaire pour le détail morphologique des observations qu'on peut faire. Alors, ce qui est marrant, c'est que, en fait, on reste pendant longtemps héritier un peu de ce caractère mystérieux de la sexualité des plantes dans notre imaginaire, et du fait que les plantes ne se reproduisent pas de façon sexuée,
que la sexualité, c'est quand même quelque chose qui peut être vu comme tabou, etc. Et donc, comment on explique aux enfants dans une idéologie un peu prue de la reproduction des animaux, voire des humains, en la renvoyant à ce qui n'est précisément pas censé avoir de sexualité, à savoir les plantes. Donc, c'est de nouveau le pouvoir de la terre qui engendre. Et donc, les bébés naîtraient dans les choux, dans les roses. C'est anecdotique, mais ça renvoie un peu à cette part d'ombre de la reproduction du vivant qui laisserait croire aux enfants naïfs que finalement, ça peut se produire de soi, comme pendant longtemps on l'a cru pour les plantes. Alors, la reproduction et la sexualité des plantes à l'époque moderne va évoluer grâce à la science moderne, les expérimentations qu'on va faire, etc. Et plus précisément, ici, je vous parlais d'une période qui s'étend de 1694 à 1848, qui sont deux dates importantes. Donc, le contexte général de l'anatomie, la physiologie du vivant à l'époque, c'est que les formes des organes chez les animaux dévoilent un peu leur fonction. On voit bien à quoi sert une main, on peut comprendre à quoi sert une oreille, un estomac. En fonction de la forme, on peut déduire la fonction. Chez les végétaux, ce n'est pas du tout le cas, puisque déjà, il y a peu d'organes spécialisés. Il y en a 3, la tige, la feuille et la racine. C'est très peu différencié. Et donc de là, aller déduire l'ensemble des fonctions du vivant, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué que pour les animaux en tout cas. Pourtant, depuis Aristote, on sait qu'il doit y avoir des fonctions élémentaires du vivant qui doivent être partagées entre ce qui est vivant végétal et vivant animal, à commencer par la croissance qu'on observe, la nutrition, et peut-être d'autres facultés, comme éventuellement la reproduction. Donc, il faut arriver à jongler avec cette analogie. D'un côté, on sait qu'il y a des différences supposées essentielles. De l'autre, il y a quand même des points communs qui sont considérés comme fondamentaux à la définition du vivant depuis Aristote qu'on doit pouvoir retrouver chez les plantes, à savoir croissance, nutrition, reproduction. Mais on a un gros problème, surtout pour expliquer la reproduction. C'est vrai aussi pour les autres, mais de nouveau, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc voilà. Alors, il y a différentes étapes dans la découverte de la sexualité des plantes. Donc, à l'époque moderne, on connaît déjà mieux la morphologie florale, parce qu'on a des auteurs qui se sont intéressés aux détails, il y a le microscope, il y a plus de soucis descriptifs et dans la nomination. Et donc, on va avoir des théories concurrentes de la reproduction végétale qui vont apparaître au XVIIe et XVIIIe siècle. Et là, je vous renvoie notamment à l'ouvrage de François Delaporte sur le sujet, si ça vous intéresse d'aller dans la technicité des choses. Certains attribuent le pouvoir fécondant à la terre, donc ça c'est toujours la même idée qu'on avait à l'Antiquité. D'autres vont considérer que la plante se féconde elle-même. Donc on évacue un peu l'hypothèse métaphysique du pouvoir des éléments. Non, en fait, c'est juste qu'elle s'auto-engendre. D'autres encore défendent l'existence d'organes mâles fécondants et d'organes femelles dans les fleurs, et c'est ça qui va mettre plus sur la piste contemporaine. Et donc, on peut les appeler les agamistes d'un côté et les sexualistes de l'autre. Les sexualistes vont considérer par exemple que la graine, c'est un œuf qui doit être fécondé. La proportion des fleurs hermaphrodites, donc qui ont, comme cette fleur de lys, qui ont donc à la fois un pistil au milieu et des étamines autour, qui est en fait la majorité des fleurs, va pousser les sexualistes à défendre cette idée d'autofécondation des fleurs qui est cohérente avec leur absence de locomotion. Comme de nouveau, il n'y a pas encore de connaissance de la pollinisation avec les insectes, si on veut qu'une plante se reproduise grâce aux organes mâles et femelles, avec la plante hermaphrodite, même si on n'a pas la locomotion, on peut l'expliquer parce qu'on voit bien la proximité entre les deux organes. Donc, les organes mâles de la fleur fécondent directement l'organe femelle et comme ça, on a une reproduction sexuée. En réalité, c'est plus compliqué que ça, mais voilà, on y reviendra. Ça marche très rarement comme ça. Les fleurs hermaphrodites ne se fécondent normalement pas elles-mêmes. Mais bref, c'est quand même une théorie de la sexualité qui est logique. Mais ça pose quand même des problèmes, notamment idéologiques. Comment continuer à maintenir la différence essentielle entre plantes et animaux, puisque là, on voit qu'il y a un glissement de cette
théorie essentialiste qui veut que les règnes soient bien séparés, vers quelque chose qui va les réunir là où l'absence de sexualité était considérée pendant longtemps comme quelque chose qui les distingue. En plus, comment on peut expliquer la configuration de nombreuses fleurs qui sont hermaphrodites et qui empêchent physiquement l'autofécondation, parce que les étamines et le pistil sont séparés, éloignés, etc. Et puis, comment on explique la fécondation des plantes dioïques sans accouplement? Donc là où, comme les palmiers ou les ifs, on a des plantes qui sont éloignées, on n'a toujours pas la locomotion chez les plantes, donc elles ne marchent pas. Si la pollinisation dépend de facteurs extérieurs, en plus, comment y a-t-il pas plus d'hybrides? Puisque s'il y a effectivement croisement de on va dire, semences mâles et femelles, pourquoi est-ce que tout ne s'hybride pas avec tout tandis que si la plante s'auto-engendre, on voit bien, c'est normal, le même engendre le même, puisqu'il n'y a même pas de croisement. Et que faire des cryptogames, ces plantes sans fleurs? Alors les sexualistes, ils ont une hypothèse ad hoc qui consiste à dire non, mais en fait, il y a bien une sexualité des plantes sans fleurs, mais c'est juste que leurs fleurs sont trop petites pour qu'on les voit. Donc vous voyez, ça pose plein de problèmes. C'est pas si évident que ça. De nouveau, nous, on est héritiers de cette théorie, on a appris ça en biologie. Les plantes se reproduisent de façon sexuée comme les animaux, oui, c'est évident, mais en fait, non, c'est pas du tout évident. Alors l'hypothèse des agamistes qui défendent une absence de sexualité consiste à dire que la graine est équivalente à un fœtus animal qui est auto-engendré par la plante sur le modèle animal de la viviparité. Et donc, quelque part, la graine est en gestation dans la fleur sans qu'il y ait besoin de fécondation. Et la fleur, à ce moment-là, est une matrice qui est, par analogie, comparée à un utérus. Et en plus, ça permet d'expliquer que les sécrétions des étamines et du pistil sont des excrétions qui sont équivalentes aux menstruations animales, puisque la fleur, ce sera un utérus. Et donc, vous voyez, là, on a un peu d'explications ad hoc aussi. Ça pose des problèmes aussi, comme type d'explication, parce que si les plantes s'auto-reproduisent, comment on explique la variation de la progéniture par rapport aux parents uniques? C'est-à-dire que parfois, on constate que les graines qu'on sème ne sont pas les mêmes ressemblent pas à la plante qu'on avait. Mais si c'est juste elle-même qui s'auto-reproduit, d'où vient cette variation? On ne peut pas l'expliquer. De même, si les étamines, elles n'ont qu'un rôle excrétoire, pourquoi, lorsqu'on va commencer à faire des expérimentations et qu'on les enlève d'une fleur hermaphrodite, on n'obtient pas de graines? On devrait obtenir des graines. La réponse des agamistes consiste à dire c'est parce que l'étamine n'a pas pu jouer son rôle excrétoire nécessaire à la gestation de la graine. Donc, vous voyez, il y a toujours moyen d'expliquer en cherchant un peu une théorie ou l'autre. Alors les sexualistes, eux, ils vont dire mais comment vous expliquez alors la production de graines dans les fleurs femelles qui n'ont pas d'étamine? Donc on peut retourner le problème. Et en fait, la seule façon de résoudre un peu tous ces problèmes théoriques, c'est quoi? C'est l'expérimentation, évidemment. Et là, c'est la date importante que je vous évoquais tout à l'heure, c'est 1694, et Rudolf Jacob Camerarius, qui va, pour la première fois, se dire, bon, ok, il y a ces différentes théories, mais moi, ce que je vais faire, c'est enlever les étamines, enlever les pistils, isoler les fleurs et voir ce qui se passe. Et donc, pour la première fois, lui, il démontre que, finalement, la reproduction sexuée des plantes se passe grâce à une fécondation où intervient le transfert du pollen des étamines vers le pistil des fleurs. Alors ça, c'est ce qu'il va démontrer en 1694, mais ça va demeurer vraiment très contesté pendant encore au moins un siècle pour diverses raisons. Donc il le démontre, mais ça ne suffit pas à remporter l'adhésion de tous ses contemporains botanistes, parce qu'il y a vraiment cette charge symbolique autour des fleurs et plus généralement du monde végétal qui continue d'influencer la conception qu'on a des fleurs à l'époque. Alors pour certains, ça va être un succès qui va être clairement admis. Ils comprennent la portée de ces expériences faites par Camerarius. Par exemple, Herman Boerhaave, qui est un botaniste néerlandais, va populariser cette idée de l'étude des sexes dans les plantes à travers ses cours.
Et dans sa correspondance et les enseignements même que Linné a pu suivre de Bourrave, il va reprendre cette idée de la sexualité des plantes. Et donc, Linné va être aussi un des pionniers qui défendent cette sexualité des plantes et va même établir son propre système de classification en fonction des organes sexuels des plantes, donc en fonction de la disposition et du nombre des étamines ou du pistil. C'est le sens de l'image de droite. Un autre auteur de l'époque qui popularise l'idée du sexe dans les plantes, c'est le français Sébastien Vaillant, qui travaillait au Jardin des plantes et qui diffuse l'idée dans son Sermo de Structura Florum et affine aussi cette morphologie florale. Et alors Vaillant est intéressant parce que lui, il va polémiquer, en fait, puisque c'est aussi une façon d'aborder la sexualité là où on ne l'attendait pas. Et donc, il va employer un vocabulaire qui est très cru pour parler en fait des fleurs, ce qui va séduire une partie de la bourgeoisie ou aristocratie parisienne de l'époque qui vient écouter de façon un peu émoustillée les leçons de reproduction des plantes au jardin des plantes. Et donc qui participe à créer un peu ce clivage entre ceux qui défendent qu'il y a une sexualité et ceux qui n'en a pas, parce que c'est une atteinte aux mœurs de commencer à salir la belle réputation des fleurs avec ce langage non pas fleuri, mais je sais pas, anatomiquement osé, parce qu'il parle vraiment dans des termes génitaux, etc. Donc, c'est assez comique. Donc la sexualité des plantes divise, pour des raisons à la fois de bonnes mœurs idéologiques, philosophiques, mais aussi pour des raisons toujours proprement scientifiques. Parce que qu'est-ce qu'on fait des cryptogames ? La question n'est toujours pas résolue. Comment se reproduisent les plantes sans fleurs, comme les fougères par exemple ? La sexualité des plantes, donc, elle est vue même comme impie par certains auteurs, y compris Tournefort, qui est un grand botaniste de l'époque, qui en plus a étudié vraiment la structure des fleurs et classifié aussi sur la base des corolles. Le système sexuel linnéen est en plus accusé d'être anthropocentré, puisque en classant les plantes en fonction du nombre d'étamines, etc., Linné développe tout un vocabulaire où il va parler de polyandrie, il va utiliser des métaphores pour dire voilà, cette fleur qui a un pistil et plusieurs étamines, c'est comme une femme qui coucherait dans le même lit que plusieurs hommes et des choses comme ça. Et donc tout ça crée en fait tout un discours très imagé autour de la sexualité des plantes, mais qui crée aussi de la crispation. Et on est toujours dans cette problématique aussi de la différenciation avec l'animal. Il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que quand même la plupart de le consensus de la communauté scientifique admette qu'il y a bien de la sexualité chez les plantes qui est plus en phase avec l'expérimentation. Mais alors, comment toujours on explique la fécondation sans accouplement ? Parce que certes, on voit bien qu'il y a des organes mâles et femelles, mais jusqu'à preuve du contraire, les plantes ne marchent toujours pas pour aller se reproduire l'une près de l'autre. Donc comment, voilà, ça reste un problème scientifique. Alors Erasmus Darwin, par exemple, qui est le grand-père de Charles Darwin, et d'autres comme Linné, Bonnet ou Desfontaines, qui sont des naturalistes et botanistes, considèrent qu'il y a de l'instinct, du désir sexuel des étamines et des pistils, donc au sein de la fleur, comme c'est le cas pour les animaux, voire même qu'il y a une forme de copulation pour vraiment transposer le modèle animal sur le modèle végétal. Et ce serait une façon donc théorique de résoudre le problème de ce phénomène général de sexualité, mais on voit bien que c'est pas hyper satisfaisant de se dire bon, il faut postuler que en fait elles ont un désir, enfin dans les fleurs il y aura un désir, un instant de reproduction. Oui, enfin c'est pas évident pour tout le monde, mais ça a le mérite d'apporter une solution théorique qui va ponter cette différence toujours entre l'animal et le végétal et aller vers une biologie plus unifiée. Alors, on arrive à la réponse à cette question encore un peu plus tard. Il faut attendre le 18e siècle pour qu'on comprenne en fait la pollinisation par les insectes.
Et là, on n'a plus besoin de la locomotion et de l'instinct de reproduction parce qu'en fait, c'est les insectes qui sont les intermédiaires entre le mâle et la femelle. Et donc, de nouveau, pour nous, quand on explique même aux enfants la reproduction des plantes, la petite abeille qui va d'une fleur à l'autre, etc. Ça nous semble évident, mais en réalité, cette idée que les insectes pollinisent les plantes est très récente dans l'histoire des sciences. C'est la fin du XVIIIe siècle. Et on la doit notamment à Joseph Gottlieb Kohlreuter, qui va expérimenter du coup l'hybridation et étudier les caractères qui sont hérités des substances mâles et femelles de façon spécifique dans la façon dont ça crée justement de la variabilité. Et ça va préparer le terrain à la génétique de Mendel, d'abord à Darwin et puis Mendel. Mais contrairement à Linné, par exemple, il va refuser la création d'espèces à part entière par hybridation. Il y a quand même des limites de la création qu'on ne franchit pas. La pollinisation va être davantage encore étudiée par Christian Conrad Sprengel, qui poursuit donc les études des fleurs et va découvrir là pour le coup des nombreux mécanismes d'adaptation, voire de coadaptation des fleurs, comme l'allogamie, qui est le phénomène auquel je faisais référence tout à l'heure, qui est que normalement une fleur hermaphrodite ne se reproduit pas elle-même. Elle va chercher le pollen ailleurs, grâce au fait que, par exemple, les étamines ou le pistil n'arrivent pas à maturité en même temps dans la fleur, ou par le fait que physiquement ils soient trop éloignés l'un de l'autre pour qu'il y ait une fécondation directe même par un insecte. Ce n'est pas les mêmes insectes qui vont dans une partie ou l'autre de la plante et des choses comme ça. Donc, tout ça va être étudié davantage par Sprengel, mais en fait, on ne va pas comprendre vraiment la portée de ces résultats avant Darwin, puisqu'il faut qu'on attende Darwin, comme je vous le disais en introduction, pour comprendre l'importance de la variabilité, du cas des hybridations, qu'est-ce que ça implique en fait en termes de sélection, d'adaptation, etc. Et donc, du coup, pourquoi il y a besoin pourquoi cette variabilité est importante, ces croisements et tous ces phénomènes-là. Donc les formes, les couleurs, les odeurs, la beauté des fleurs, finalement, c'est le résultat de la coadaptation avec leurs pollinisateurs. Et donc, pour répondre peut-être aussi à ce qui était dit en introduction, ce n'est pas une perfection parce que c'est toujours un travail en cours. Donc c'est une longue coévolution qui tend vers une adaptation de plus en plus grande en général, mais ce n'est pas un processus à sens unique, ça peut aller vers de la régression, etc. Alors maintenant, on arrive à la compréhension biologique actuelle des fleurs. Et là, vous vous dites peut-être, mais tout semble résolu, non ? Là, je vous ai expliqué tout ce que peut-être vous pensiez connaître de la reproduction des fleurs. On a des fleurs qui peuvent être mâles, femelles, organes mâles, femelles. On a la pollinisation. Donc, a priori, on a le modèle scientifique, non ? Je ne sais pas. Alors, je vous pose la question. Je vous ai semé des indices, mais quel est le gros problème qui reste irrésolu à cette époque ? Pardon ? Quand il n'y a pas de fleurs. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec les plantes sans fleurs ? Le gros problème des cryptogames. Donc, comment se reproduisent les plantes comme les fougères qui sont sans fleurs ? Là, c'est un problème encore au début du 19e siècle. Il y a plusieurs théories et ce n'est pas un problème anodin parce que c'est ça qui va permettre de comprendre aujourd'hui comment se reproduisent toutes les fleurs, y compris les plantes à fleurs. Donc on n'avait qu'une partie de l'explication et il faut attendre le 19e pour comprendre tout. Alors, le cycle de vie et de reproduction d'un animal vertébré que vous connaissez tous, il est finalement assez simple. Vous avez les adultes qui produisent des gamètes mâles et femelles, par exemple spermatozoïdes, ovules, qui ont la moitié du patrimoine génétique de l'adulte. Ils se rencontrent, ça crée une fécondation, c'est le zygote, et puis l'embryon se développe, et donc on a un nouvel individu. Et voilà. Donc, est-ce que finalement on peut transposer ce schéma aux plantes ? On a envie de dire, oui, ça doit être un peu ça, le pollen, un peu ça, l'ovule qui doit y avoir dans le pistil, a priori, voilà, et puis ça fait une graine.
hein, on se dit, bah oui. Et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous, même à l'école, n'a pas spécifiquement appris la reproduction des plantes. Et donc, la plupart des gens s'en tiennent à cette image, finalement, qui est un schéma assez animal de la reproduction. Alors, l'animal est un modèle de la reproduction, finalement. On n'en sort pas de ce zoocentrisme. Mais la reproduction des plantes et aussi des champignons, bon, j'en parle pas ici, mais c'est beaucoup plus complexe que celle des animaux vertébrés, en tout cas. Parce que de nouveau, quand on parle des animaux, on parle des animaux comme nous, mais en fait, il y a plein de types d'animaux qui ne se reproduisent pas comme nous. Et finalement, c'est ces animaux-là qui servent de modèle, alors qu'ils sont très minoritaires dans l'arbre du vivant. Donc les cryptogames, ces plantes qui se reproduisent sans fleurs, ben, c'était pas un problème majeur parce qu'on les étudiait très peu avant le 19e, on les connaît peu, ils sont plus anecdotiques, c'est pas intéressant, ça fait pas des belles fleurs, voilà. Les botanistes pensaient que les fleurs étaient sans doute trop petites pour être observées, comme je vous disais, ça doit être pareil, mais c'est juste qu'on le voit pas. Il y a par exemple un botaniste qui s'appelle Johann Hedwig qui a étudié en détail les mousses et qui lui postulait l'existence de leur sexualité, mais c'est très théorique, il n'y a pas d'éléments concrets pour l'affirmer. Et donc ces cryptogames, ces plantes sans fleurs, c'est donc les mousses, mais aussi les fougères, des sélaginelles, des anthocérotes, des choses un peu moins connues, un peu moins spectaculaires, des petites plantes en général, il y a aussi une raison biologique à cela. Voilà, donc ces plantes-là. On pensait qu'en fait, ces plantes qui produisent des spores, puisque ça ne vous a pas échappé, les fougères, ça produit des spores, et pas des graines. On pensait qu'en fait, les spores des cryptogames, du coup, c'était équivalent aux graines des plantes à fleurs. C'est-à-dire qu'elles devaient contenir un embryon fécondé. On avait observé que les spores de fougères, ça germait en un protale, qui est cette petite chose-là, qu'on considérait comme une fougère immature. Donc, logique, le spore, voilà, ce serait une graine, ça germe, ça donne cette espèce de bébé fougère, et puis on va avoir une grande fougère, et le cycle recommence. Mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et alors, en 1848 seulement, un naturaliste observe, contre toute attente, que le protale possède des organes sexuels, donc il l'observe au microscope. Donc cette plante qui est considérée comme un bébé immature, en fait, émet des gamètes et peut abriter une fécondation. Donc en fait, cette petite chose immature, on observe qu'elle produit des spermatozoïdes, qu'il y a de la fécondation dessus, et le résultat de cette fécondation est le développement d'une nouvelle petite fougère à partir d'un embryon, et donc d'un autre organisme. Et donc là, en fait, on a quelque chose qui est complètement inattendu parce qu'on a ce qu'on appelle l'alternance de phases. Donc on a une phase où on produit le gamétophyte, donc le protale, le stade qu'on considérait comme immature, mais en fait qui est un stade à part entière, et c'est lui qui va produire les spermatozoïdes et les ovules qui vont donner la fougère qui, elle, produit seulement les spores, et les spores produisent le protale. Donc en fait, il y a une étape supplémentaire qu'on n'avait jamais compris jusqu'en 1848. Et un botaniste qui s'appelle Hofmeister va comprendre qu'en réalité, les cryptogames, donc ces fougères qui ont ce cycle un peu décomposé avec une étape supplémentaire, ce n'est pas l'exception, en fait c'est la règle. Et que toutes les plantes, même les plantes à fleurs, se reproduisent aussi grâce à cette alternance de phases. Mais on ne le voit pas forcément, parce que dans les fleurs, en fait, ces phases qui sont séparées chez les cryptogames sont intégrées dans la fleur. Donc je vais vous expliquer, et là c'est un peu technique et c'est là où on arrive dans la biologie contemporaine. Mais donc chez les cryptogames, on voit la fougère adulte que vous connaissez, hein, vous la reconnaissez, elle produit des spores. La spore germe directement, ça crée ce protale, qu'on appelle dans le terme technique le gamétophyte, par rapport au sporophyte qui lui produit les spores. Et gamétophyte, pourquoi ? Parce que c'est lui qui produit les gamètes. Et donc les gamètes, c'est quoi ? C'est les fameux spermatozoïdes ou équivalents des spermatozoïdes des ovules chez les animaux, qui, seulement eux, quand ils vont se rencontrer, vont produire une fécondation. Et cette fécondation recrée un individu qui a un patrimoine génétique, on va dire, complet, et qui
pousse et donne une nouvelle fougère. Et donc en fait, on a vraiment 2 organismes à part entière qui vivent leur vie, qui se développent. Il y en a un qui est juste plus petit que l'autre, mais ils ont des fonctions différentes et sont distincts dans le temps au niveau du cycle. Ici, c'est une image où vous voyez le sporophyte qui germe à partir de la fécondation qui a eu lieu sur le gamétophyte. Et chez les plantes cryptogames, cette fécondation a lieu grâce à l'eau. C'est pour ça que ce sont souvent des plantes qui poussent en milieu humide, parce que les spermatozoïdes ont besoin, qu'on appelle les entérozoïdes, ont besoin de se déplacer dans l'eau à la surface du gamétophyte pour pouvoir rencontrer le gamète femelle qui est fécondation, quoi. Donc ça, c'est vraiment une révolution botanique, finalement, qui peut être comparée à celle de la chimie de Mendeleïev, par exemple. En biologie, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pourtant, la philosophie, la biologie, la manière dont on regarde les fleurs encore aujourd'hui, n'a pas vraiment intégré ce changement conceptuel majeur de l'alternance entre phases, donc la phase du sporophyte et du gamétophyte. Alors, je ne sais pas, petit sondage ici, qui avait déjà entendu parler de l'alternance de phases? Pas peut-être le biologiste, voilà. Mais bon, donc, enfin voilà, sinon, personne. Et comme je vous dis, pourtant, intuitivement, on a l'impression que c'est simple, la reproduction des plantes. Parce qu'on a la fleur, le pollen, etc. Mais en fait, non, c'est très compliqué. Et donc, comme l'écrit le botaniste Francis Allais, pour le coup, que là, vous connaissez peut-être plus, il nous dit... seule la plus visible des 2 phases correspond à l'idée que l'on se fait de l'espèce botanique considérée. Et donc c'est vrai que pour les cryptogames, les fougères, les mousses, où là, en fait, c'est parfois même la phase gamétophytique qui est dominante, comme pour les mousses, mais c'est en gros, de façon très simple, la plus grande phase, le plus gros organisme des 2, ou celui qui dure le plus longtemps, qu'on a tendance à considérer comme la manifestation de l'espèce, et l'autre qui est petit ou qui ne dure pas longtemps, il passe plus inaperçu. Mais en fait, on a vraiment besoin des 2 étapes pour que le cycle soit bouclé. Et ces étapes-là sont indépendantes. Ce sont des organismes à part entière. Cependant, chez les plantes à fleurs, le gamétophyte, donc qui produit les spermatozoïdes et les ovules, entre guillemets, si vous voulez, a subi une régression parasitaire. Et donc, il est intégré à l'intérieur même de la fleur. Et c'est pour ça que vous ne le voyez pas de façon séparée. Faire sa vie dans la nature. Et donc, c'est encore plus compliqué qu'avec les fougères, parce que chez certains cryptogames, mais pas tous, on va dire, il y a des plantes qui sont dites isosporées. C'est-à-dire qu'elles produisent un seul type de spore qui va produire un seul type de gamétophyte, le protale, qui produit à la fois les gamètes mâles et femelles. Chez les plantes à fleurs et d'autres plantes plus anciennes, vous avez 2 types de spores. Vous avez une spore qui va produire des gamétophytes mâles qui vont produire uniquement les spermatozoïdes, et une spore qui va produire uniquement des gamétophytes femelles, qui va produire le sac embryonnaire, et seulement après, il va y avoir fécondation quand il y a rencontre. Donc en gros, c'est un peu compliqué, mais donc, vous voyez, quand vous avez une fleur, vous avez donc les fameux les étamines et le pistil. En fait, à l'intérieur de l'étamine, il y a une spore qui va se développer sans fécondation, qui va germer, si vous voulez, qui crée le gamétophyte mâle, qui a en fait le grain à l'intérieur du grain de pollen. Et à l'intérieur du grain de pollen, ce gamétophyte mâle qui est réduit au cours de l'évolution des plantes à fleurs à quelques cellules uniquement, il va produire une cellule spermatogène qui crée le spermatozoïde. Et quand il est déplacé sur la fleur femelle, sur l'organe femelle, sur le pistil d'une autre fleur, ce gamétophyte crée le tube pollinique dans lequel il va envoyer le gamète qui va à l'intérieur donc, du sac embryonnaire pouvoir féconder le gamète femelle et alors là créer un nouvel organisme à part entière, un nouveau sporophyte de nouveau. Et alors pareil, la spore femelle à l'intérieur de l'ovule
se transforme en sac embryonnaire, qui lui va produire plusieurs cellules, dont l'oosphère, qui est en fait le gamète à proprement parler, qui va, en rencontrant le spermatozoïde qui vient du gamétophyte qui est dans le grain de pollen, créer une fécondation. Et là, on a de nouveau un zygote, donc un embryon, qui va être dans la graine et qui va donner la plante à fleurs telle qu'on la voit, qui est en fait le sporophyte. Donc ce que vous voyez, les plantes à fleurs, c'est en réalité des sporophytes. Le gamétophyte, il existe aussi, mais il est intégré à l'intérieur du grain de pollen, il est microscopique, et à l'intérieur du sac embryonnaire, c'est le sac embryonnaire, en fait, à l'intérieur de l'ovaire, pardon, il est minuscule. Il faut un microscope pour l'observer, mais en fait, ces phases existent aussi. Mais il a fallu qu'on en passe par les plantes cryptogames dont on pouvait observer les étapes libres, si vous voulez, dans la nature, pour qu'on se dise, mais en fait, on n'a pas bien compris les plantes à fleurs, mais on devrait avoir un schéma unifié si on y réfléchit, et donc par observation, etc., on a fini par comprendre tout le système. Et donc, vous voyez, c'est extrêmement complexe finalement, mais bon, c'est ça qui fait que c'est passionnant, hein, on apprend des choses tous les jours. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que finalement la reproduction animale. Donc, il y a une alternance de phases. Ici, je vous fais un petit récapitulatif. Le sporophyte donc, produit des spores, comme son nom l'indique. Les spores, ils vont germer sans fécondation. Et le résultat de cette germination de la spore, c'est un gamétophyte. Les premières plantes vasculaires, elles sont isosporées. Elles ont un seul type de spore qui engendre un seul type de gamétophyte qui engendre en même temps les gamètes mâles et femelles, comme chez la fougère, par exemple. Donc le protale, si vous vous souvenez, il engendre à la fois des gamètes mâles et femelles, ce qui n'est pas le cas de la plante à fleurs qui, elle a besoin à la fois du pollen et du sac embryonnaire. Donc chez les plantes à fleurs qui sont hétérosporées, il y a donc deux types de spores, le spore mâle et la spore femelle, qui engendrent respectivement des gamétophytes mâles, donc le grain de pollen, et femelles, le sac embryonnaire. Et c'est eux qui vont produire respectivement les gamètes mâles et femelles. Et quand ils se rencontrent, il y a alors fécondation, création d'un zygote qui a de nouveau un patrimoine génétique entre guillemets complet, qui est donc le nouveau sporophyte, et le cycle peut continuer. Mais donc, dans les plantes à fleurs, tout ça est intégré à l'intérieur de la fleur, à l'intérieur du grain de pollen. Donc on ne le voit pas, mais c'est quand même là, et c'est très important. Donc il y a une complexité de la reproduction qui est assez insoupçonnée chez les fleurs. Et cette fonction sexuée des plantes à fleurs, elle est bien comprise que si elle est réinscrite dans l'histoire évolutive des plantes cryptogames, comme je vous l'ai expliqué. Donc chez les plantes vasculaires, donc les plantes qui ont en gros des vaisseaux, des tiges à partir des fougères, hein, les arbres, etc., la phase sporophytique, elle est dominante. Donc c'est celle qu'on observe à l'échelle macro, on va dire. Tandis que chez les bryophytes, les mousses, c'est l'inverse. Quand vous voyez de la mousse, en fait, c'est la phase du gamétophyte que vous observez. La fonction sexuée, elle n'a pas toujours existé. Hein. C'est une invention qui émerge au cours de l'évolution. Par exemple, chez les bactéries, il n'y a pas de sexualité, quoi. Donc là, on est sur des mécanismes de reproduction qui sont différents encore. Et la reproduction des plantes et d'autres organismes non animaux, elle est donc, c'est mon point de vue, hein, mais fonctionnellement plus complexe que celle des animaux vertébrés en tout cas, parce que l'alternance de phase, elle existe aussi chez certains animaux comme les méduses et des choses comme ça. Et alors, il y a encore des subtilités dans lesquelles je ne vais pas rentrer, qui complexifient encore les fleurs, mais là, ça devient technique. Par exemple, ce qu'on appelle la double fécondation des plantes à fleurs, parce qu'il ne faut pas une seule fécondation, il faut deux fécondations à l'intérieur du cycle, etc. Mais là, ça nous emmène vers quelque chose d'encore plus complexe et d'ordre vraiment biologique et technique, qui n'est pas ce qui vous intéresse aujourd'hui le plus. Donc, en conclusion, les fleurs, c'est certes beau, mais ce n'est pas simple. Ça contient les organes reproducteurs des plantes et de façon même enchâssée, quelque part. Les plantes se reproduisent de façon sexuée, même si ça a été difficile à comprendre et à admettre pour des raisons philosophiques et idéologiques que je vous ai exposées par rapport au regard historique de tout à l'heure.
Et donc les formes, les couleurs, les odeurs des fleurs sont le résultat de la coévolution avec les pollinisateurs. Ça aussi, c'est une des leçons de l'histoire de la botanique, même si on peut en profiter, hein, mais voilà, c'est pas là pour ça. Toutes les plantes sont caractérisées par cette alternance de phases aussi, finalement, dans leur cycle de vie. Et la fleur, c'est ce résultat vraiment évolutif d'une contraction des deux phases au même endroit, qui va protéger, même nourrir dans une certaine mesure le gamétophyte à l'intérieur du sporophyte. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, j'espère que si vous avez retenu quelques grands éléments importants, l'alternance de phases, quelques étapes de l'histoire de la botanique, ce sera déjà pas mal. Je m'excuse pour le caractère un peu technique, mais bon, voilà, on est là pour apprendre des choses, donc merci de votre attention. La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a cure d'elle-même, ne se demande pas si on la regarde. C'est un poème qui s'appelle Sans pourquoi. Parce que moi, ce que m'évoque cette citation, c'est qu'effectivement, à l'époque, on n'a pas de raison de devoir expliquer la fleur d'un point de vue botanique, parce qu'elle est très secondaire, elle ne sert à rien, si ce n'est qu'elle est là pour qu'on puisse profiter de sa beauté, et ça se suffit à soi. Il n'y a pas de besoin de devoir l'expliquer. Bien sûr, oui. D'ailleurs, en fait, c'est une citation qui sert à montrer ce que c'est que la mystique par rapport à l'explication rationaliste à l'époque. Oui, voilà. Mais oui, effectivement. Mais l'interprétation qu'on peut en tirer peut-être aujourd'hui, c'est que finalement, elle serait comme un tout absolu. Mais vous avez démontré qu'il y a une complexité qui se cache derrière cette simplicité apparente. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? J'ai appris plein de choses, Quentin, merci, sur l'histoire de ma discipline. J'ai trouvé intéressant là, toutes les hypothèses que tu as décrites sur... Et en fait, un certain nombre d'entre elles, elles sont partiellement fausses, quoi. Je ne l'ai pas pointé, mais par exemple, l'histoire des greffes, on sait maintenant qu'il y a des transferts d'ADN en fait, qui se font. Donc, il y a tout à fait une capacité, alors elle n'est pas majeure, mais du coup d'affecter les graines. Donc, il y a plein de morceaux en fait qui, mis ensemble, sont pas très loin de la vérité. En fait, ça m'a donné un peu cette impression que tout était là, mais complètement éparse, enfin progressivement, puisque c'est un condensé, quoi. Oui, et puis bon, il y a effectivement des fois certaines thèses dont il y a des éléments qui sont vrais, mais qui sont enrobés dans toute une théorie ou un contexte philosophique ou scientifique, métaphysique, qui lui, pour le coup, n'est pas ou plus pertinent. Donc en fait, on peut pas. C'est difficile de détacher juste un élément ou l'autre. Bon, ici, je ne peux pas reproduire tout le contexte à chaque fois, mais effectivement, oui, il y a parfois même si c'est purement théorique, parfois il y a des bonnes idées, quoi. Et peut-être un point, une question là pour le coup, c'est parce que donc tu fais la différence, sexualité, reproduction chez les plantes à fleurs et puis du coup les animaux vertébrés. Mais c'est vrai que les alternances de phases existent chez les animaux. Donc jusqu'à quel point, si on prend les animaux de façon générale, on a vraiment tellement de différences entre les deux En fait, c'est une bonne question parce que c'est pour ça que je mentionnais, il y a aussi de l'alternance de phase chez pas mal d'organismes animaux, mais ça fait que souligner le fait qu'on est dans un modèle zoocentré vertébré. Quand on parle des animaux, en fait, on parle des animaux en général vertébrés ou en tout cas des animaux qui sont suffisamment... qui sont en général proches de nous et pour lesquels il n'y a pas d'alternance de phase, même si c'est... ça peut être une minorité. Les animaux vertébrés, c'est par exemple moins de 2%, je pense, de mémoire de la diversité animale. Donc, en fait, ça montre que même en biologie, on a tendance dans l'enseignement qu'on en fait, on passe beaucoup de temps sur ça, très peu sur le reste, parce que nous-mêmes, on est des animaux. Certes, c'est important de comprendre la reproduction humaine, mais ce n'est pas pour autant que le reste est anecdotique. Au contraire, non, il est très important. Et donc, dans tout le règne végétal, tous les champignons, où là, c'est encore plus complexe, il peut y avoir plus de phases encore, plus de sexes, plus de 2 sexes et des choses comme ça. On a une complexité vraiment qui nous dépasse. Donc, effectivement, les modèles animaux, c'est en règle générale pas n'importe quels animaux, c'est souvent les animaux vertébrés. Très bien, merci. On va peut-être faire une petite pause, le temps de changer le matériel et puis de se rafraîchir, de prendre un petit café éventuellement. Merci beaucoup Quentin et Ernaud.